Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Le dossier des enseignants contractuels communaux récalés au concours d'accès à la fonction publique locale sera désormais pris en charge par Maître Paul Yomba Koroma. Lors d'une rencontre ce lundi, l'avocat rassure ses contractuels et prévoit même de rencontrer le président de la transition. Pose des compteurs prépayés sur l'ensemble du territoire national. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée rejette cette décision annoncée par la Société d'électricité de Guinée, EDG. Pour Mbani Sidibé, chaque citoyen a le droit de choisir son mode d'installation. Et puis, Kémo Touré écarté par Michel Ducillet, le gardien du Milo FC aurait falsifié son passeport. Cette fraude découverte par la Fédération guinéenne de football aurait pu conduire l'équipe nationale de football à l'élimination pour la double confrontation Guinée-Éthiopie. Rencontré par notre rédaction ce lundi, Amidou Bangora, journaliste sportif, s'est exprimé sur le sujet. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Maître Paul Yomba Koroma décide de prendre désormais en main la cause des enseignants contractuels communaux récalés au concours d'accès à la fonction publique locale. L'avocat a rassuré ces hommes et femmes de CRE venus lui exposer le dossier ce lundi même à Conakry à la recherche d'une voie pouvant faciliter la défense de leur dossier auprès des autorités. L'homme en robe noire entend rencontrer le président de la transition pour la circonstance, Amara Bangora. La rencontre a eu lieu au domicile du célèbre avocat. Les enseignants contractuels communaux récalés au concours d'accès à la fonction publique ont choisi Maître Yomba Koroma pour servir d'appui à l'effet de les rétablir dans leurs droits auprès des autorités, comme le soutient leur porte-parole. Et vu que le président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, a dit que la justice sera la boussole qui guidera cette transition, les enseignants qui ont été injustement écartés du recrutement de la fonction publique, alors qu'ils ont mérité, Maître Paul Yomba a pris le dossier en main afin de défendre ces pauvres enseignants guinéens. Ils sont plus de 4000 enseignants contractuels concernés, évoluant dans les collectivités locales. L'avocat, en prenant ce dossier, selon lui, veut aider des milliers d'enfants dans les zones reculées. Maître Yomba Koroma entend rencontrer le président de la transition. J'ai appelé le président, le ministre de la fonction publique, mais il était en train d'entrer à Conakry. Alors, donc, sa bonne foi n'est pas mise en cause. Mais je vais rencontrer Dieu lui-même, c'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas pour mon cas, pour le cas des jeunes gens. On ne peut pas être dans un contrat où ils sont en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou quoi. Mais quelle est la définition quand l'avenir de nos enfants devient compromis? Au moment où cette rencontre se tient, ces hommes et femmes de CRE observent le mot d'ordre de boycott des cours à l'intérieur du pays depuis la reprise des classes. Et puis, le 19e sommet de la francophonie a pris fin samedi dernier en France sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Après ce rendez-vous mondial, quelle est la leçon à tirer puisque la langue française a pris un gros coup pour sa propagation dans les pays du monde? Pour répondre donc à cette question, un analyste politique interrogé à cet effet a donné sa position. On se baille le balde pour en savoir davantage. Depuis des temps, la langue française perd de la valeur dans plusieurs pays et à maints endroits. L'un des facteurs de cette régression linguistique est la complexité du français, selon l'analyste politique Djigiba Koulako Traoré. Ah, bien sûr, le constat, il est alarmant. Prenez le cas de la France. Il n'y a pas... C'est difficile de voir un haut cadre français qui ne parle pas l'anglais. Le président français Emmanuel Macron, quand il va en pays anglophone, au lieu de s'exprimer en français pour qu'on l'interprète, il préfère s'exprimer en anglais. Et aujourd'hui, dans le pays comme le pays du tiers-monde là, aujourd'hui, chacun, c'est la ruée vers la langue anglaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette langue a offert des facilités, des créneaux
de compréhension. Et donc, les chefs d'État et de gouvernement de 88 pays membres de la francophonie se sont donné rendez-vous en France pour étudier sur la conduite à tenir pour redonner une nouvelle image à l'instance francophone, d'où le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Une thématique bien réfléchie qui a un sens évocateur aux yeux de l'analyste politique. Très bien réfléchi, mais à condition que ceux-là qui sont chargés de gérer cette instance acceptent de faire peau neuve. C'est-à-dire, il ne sert à rien de donner des thèmes évocateurs. Mais il faut des actions, il faut prendre des actions pour changer la donne. Sinon, je vous assure, je vous donne dans les 20 prochaines années. Dans les 20 prochaines années, mettez-vous à l'aise, la francophonie n'existera maintenant que de nom. Parce que la plupart des peuples, quand vous prenez le Congo, vous prenez le Rwanda, vous prenez même le Sénégal tout près, eh bien, la ruée, c'est beaucoup plus vers, n'est-ce pas, le français, vers l'espagnol et même le chinois, je dis bien même le chinois, que le français. Il est de la responsabilité des dirigeants de la francophonie de revoir la langue française pour faciliter sa compréhension, rappelle l'analyste politique Djigiba Koulako Traoré. Le 7 octobre 2023, l'Israël et la Palestine ont entamé une guerre sans précédent. Un an après les massacres commis par le Hamas, j'y arrive sur le sol israélien, le pays est bel et bien dans l'impasse. Une année après, quel bilan peut-on en tirer de ce conflit? Pour répondre à cette question, notre rédaction a donné la parole à deux politologues guinéens, Amanatou Diallo et Ousmane Kamara, pour les détails. Cette journée du 7 octobre a été l'une des plus sanglantes de l'histoire de l'Israël. 1189 Israéliens ont été tués, dont 815 civils, 7500 blessés, 205 pris en otage et plus de 40 000 morts du côté des Palestiniens. Mais quelle est l'origine de cette guerre? Fodé Bangali Dansoko est politologue. En fait, ce conflit est né depuis 1948, date à laquelle l'Israël a été déclaré comme État et reconnu par l'Organisation internationale des Nations Unies. Donc, depuis cette date, le conflit a commencé. Mais de là, il y a eu préalablement ce que je dirais une déclaration qui a réuni les grandes puissances d'alors qui ont donné naissance à l'État de l'Israël, qu'on appelait la déclaration de Balfour. Ces bombardements continuent de secouer le monde. Plusieurs pays occidentaux ont apporté leur soutien indéfectible à l'Israël et d'autres apportent leur soutien à la cause palestinienne. C'est une guerre d'intérêt, soutient Ibrahim Kenemba Kourouma, politologue. Les grandes communautés ont leur intérêt et leurs valeurs liées à cette guerre. Quand on prend les États-Unis, les Israéliens et les Juifs, c'est eux qui font les États-Unis. Tous les grands savants américains sont d'origine juive. Donc les États-Unis sont obligés de défendre l'Israël. Et quand on prend le Hamas aussi, en termes de la religion, le monde arabe doit forcément s'aligner parce que c'est là où l'histoire de leurs grands-parents sont liées. Mais c'est au monde de vraiment faire un pas vers la paix. Cette guerre israélo-palestinienne a connu plusieurs étapes. Ces dernières semaines, ce sont des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Fodé Bangali Kamara regrette l'implication des États-Unis. Il exprime ses inquiétudes sur l'embrassement du Moyen-Orient. C'est une catastrophe parce que j'aimerais aussi dire que ce conflit est parti d'un facteur exogène au départ et d'un facteur endogène. Exogène, je m'explique. Parce que dès au départ, l'Israël n'est pas né parce que les Israéliens ne sont pas tombés du ciel sur la terre de la Palestine. Ils ont été transportés par les autres puissances sur la terre de la Palestine, mais sous l'égide de qui? Les États-Unis et leurs amis et alliés, les Occidentaux et l'Union européenne. Un an après l'attaque sanglante du Hamas en Israël et le début de la guerre à Gaza, le monde assiste impuissant aux détresses qui s'étendent désormais au Liban et menace d'embrasser tout le Proche-Orient. Aucun signe de trêve n'est en vue entre l'Israël et le Hamas palestinien, malgré un bilan humain terrifiant.
Je vous l'annoncer au sommaire. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la Société de l'électricité de Guinée a informé qu'une campagne de pose des compteurs prépayés sera menée par les équipes techniques du 1er octobre au 31 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Mais le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée s'oppose à cette décision des autorités. Il menace même d'entreprendre des actions pour barrer la route à cette annonce. Dina Boutiam et Anse Baïlo-Baldé. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée s'oppose au communiqué de la Guinéenne de l'électricité sur l'installation de compteurs prépayés à Conakry et l'intérieur du pays. Pour Mbani Sidibé, chaque consommateur doit choisir son mode de consommation, soit le prépayé ou le post-payé. Nous avons eu un entretien avec le ministre de l'Énergie, des hydrocarbures. Nous avons été très clairs. Nous avons demandé à ce qu'on essaie de faire 3 conditions. La diminution des prix du kilowattheure et de personnaliser l'abonnement et aussi de permettre aux consommateurs de choisir entre le prépayé et le post-payé. Parce que quand tu prends leur plan de facturation, tout est clair là-dedans. Il y a le prépayé, il y a le post-payé. Donc on ne peut pas comprendre que EDG impose cela aux consommateurs. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous sommes très catégoriques là-dessus et nous demandons à EDG de surseoir à cela et de laisser les consommateurs choisir entre le prépayé et le post-payé. Dans les jours à venir, l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée prévoit d'entreprendre des actions de recours pour le respect du droit au choix des consommateurs. Et nous allons nous battre par tous les moyens pacifiques possibles pour ne pas que cela arrive. Seulement, nous demandons à tous les consommateurs que lorsque EDG vient vers vous, il faut proposer le contrat d'abonnement. Soit vous allez en prépayé ou en post-payé. Personne ne peut vous imposer le prépayé ou le post-payé. Et nous n'allons jamais accepter ça. Dans tous les pays au monde, le droit au choix des consommateurs et le droit à l'information doivent être respectés. Et donc, à notre niveau, nous sommes catholiques et nous allons faire des voies de recours là-dessus. Et nous demandons à tous les consommateurs une grande mobilisation dans ce sens-là. Parce que dans aucun pays, on a imposé cela. On a laissé toujours le choix, les deux choix, soit post-payé ou prépayé. Pour le respect de ces droits, l'Union pour la défense des consommateurs a plusieurs réclamations à faire à la Société d'électricité de Guinée pour un meilleur accès au courant électrique. Morte pour la cause de tous, Mbalia Camara est un symbole marquant de la lutte anticoloniale. Son engagement et sa détermination pour se débarrasser du joug colonial ont été un reflet pour le RDA de Sékou Touré. À l'âge de 26 ans, elle est tuée ainsi que le bébé qu'elle portait. Mbalia est morte en laissant un parcours qui force respect et admiration. Devoir de mémoire avec Abdallah Camara. Mbalia Camara, figure marquante de l'histoire guinéenne et héroïne de l'indépendance. Son engagement politique et son sacrifice sont perçus comme un symbole puissant de la lutte contre le colonialisme et pour l'indépendance en Afrique. Le combat de Mbalia met un accent particulier sur le rôle des femmes africaines dans la politique et les mouvements sociaux. Née en 1929 à Posea, dans la région administrative de Dubrika, elle milite très vite au sein du Rassemblement démocratique africain, RDA de Sékou Touré, qui lutte contre la colonisation française. Aux côtés de son époux, Kerno Camara, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, les deux exercent des fonctions exécutives au sein de la sous-section du RDA dans la ville de Tondo, à 180 km de Conakry. Kerno dirige la sous-section Mbalia, responsable du comité des femmes. En 1954, alors que le RDA de Sékou Touré est défait au terme d'élections législatives qualifiées de frauduleuses pour, à l'époque, freiner l'ascension du mouvement anticolonialiste qui gagnait de plus en plus de terrain dans toutes les couches de la population. Les membres du RDA Tondo décident à cet effet de payer leurs impôts directement aux commandants de cercle. En répression de ces actes, l'administration coloniale arrête Kerno Camara et 8 autres militants du RDA accusés d'avoir détourné des taxes. Le 8 février 1955, David Silla se rend dans le village de Bembaya pour collecter des taxes. Il les menace de sévices physiques s'il venait à ne pas les repayer immédiatement. La population réplique en lui retirant ses insignes du pouvoir colonial et en le conduisant
devant la maison de Kierno Camara. Humilié, Silla revient le lendemain à Tondon avec un important contingent armé de la police coloniale. 37 villageois sont blessés. Furieux, ils se rendent dans la maison de Kierno Camara, forcent l'entrée d'un coup de sabre volontaire, ouvrent le ventre de la jeune Mbalia enceinte. Hospitalisé à Conakry, Mbalia Camara fait une fausse couche le 11 février et meurt le 18 février 1955 à l'âge de 26 ans. Cet événement augmente les tensions et démobilise les militants luttant pour l'indépendance. Plusieurs milliers de personnes participent aux funérailles de l'héroïne. L'oraison funèbre est lue par Sékou Touré lui-même. Des chansons sont écrites sur Mbalia Camara. Son vécu est toujours célébré en Guinée et dans d'autres régions d'Afrique comme un exemple de détermination et de sacrifice dans la lutte pour la liberté. Mbalia est encore à l'honneur en Guinée. La principale place du marché Madina et l'un des carrefours de Kankan porte d'ailleurs son nom. Volet sport de ce journal, la Guinée est passée à un micron d'une élimination sur le tapis. Il a fallu la vigilance de la Fédération guinéenne de football qui a découvert un cas de fraude manifeste sur les documents d'un des joueurs sélectionnés pour la double confrontation Guinée-Éthiopie. Il s'agit de la falsification du passeport du gardien Kémo Touré du Milo FC qui a été finalement écarté du groupe par le nouveau sélectionneur Michel Dussier. Mamadou Tanouba, reportage. C'est la vigilance de la Fédération guinéenne de football qui a permis au pays d'éviter une sanction de la Confédération africaine de football CAF. Le gardien du Milo FC, Kémo Touré, qui était convoqué pour la double confrontation contre l'Éthiopie, a présenté un passeport différent de celui qu'il a l'habitude d'utiliser. Heureusement que tout cela a été découvert à temps. Amidou Bangoura du site Africa Sport a suivi cette affaire de près. Il s'agirait justement de deux passeports dont il a à sa disposition. Donc le premier passeport, le passeport qu'il a l'habitude d'utiliser avec le Milo, parce qu'il faut rappeler qu'il a joué la campagne africaine avec le Milo, ce qui étonne les gens aujourd'hui du fait qu'on parle d'un problème administratif autour de lui. Il a aussi été convoqué pour les premières et deuxièmes journées de ces éliminatoires-là. Maintenant, le passeport qu'il a utilisé et pour la campagne africaine avec le Milo et pour les premières et deuxièmes journées, ce n'est pas le même passeport qu'il a envoyé cette fois-ci à la fédération. Je ne sais pas, est-ce qu'il a oublié, est-ce que... On ne sait véritablement pas la raison. Donc, selon les informations, la fédération ne s'est pas rendu compte au départ, c'est pendant l'enregistrement, ils se sont rendus compte que ce n'est pas le même numéro de passeport qu'il a utilisé pour les premières et deuxièmes journées et pour cette convocation. La Guinée a connu ces types de problèmes qui lui ont valu parfois des sanctions lourdes. C'était le cas des U17 en 2017. À la question de savoir comment est-ce qu'un footballeur peut se retrouver avec deux passeports, Amidou Bangoura donne quelques explications. Moi, je pense qu'il y a la famille, il y a l'entourage du joueur, il y a le joueur en question, mais aussi les présidents des clubs qui prennent l'initiative de faire signer ces joueurs-là sans se rassurer davantage qu'il n'a aucun problème. Pour Amidou Bangoura, le risque était vraiment grand de voir la Guinée se faire banalement sanctionner par la CAF. Le risque était là parce que la CAF, peut-être la décision pourrait ne pas tomber maintenant là, mais la CAF pourrait s'en rendre compte de par le canal de vérification, savoir pourquoi tel joueur, parce que ça c'est interdit. Pour éviter ce genre de désagrément au risque énorme, Amidou Bangoura demande à la FEGIFOOT de multiplier la vigilance. Justement, Mamadou Tanouba, la Guinée livre une double confrontation contre l'Éthiopie en terre ivoirienne les 12 et 15 octobre prochains au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Après 2 défaites enregistrées, le Sili n'a plus droit à l'erreur s'il veut jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, selon Amidou Bangoura, journaliste sportif suivi. Il faut aller à temps, il faut se regrouper. À Michel Dussier qui était là depuis le départ de la mise en place de ce comité transitoire-là. Et on espère qu'il saura trouver des bons mots
pour ménager un peu le groupe afin d'obtenir le résultat possible. Parce qu'il faut gagner ces 2 matchs-là pour se repositionner, pour se véritablement, comme je l'ai dit, repositionner dans ce groupe-là, afin d'espérer une suite heureuse pour nous. Parce que pour moi, jusqu'à preuve du contraire, la CAN à 24, si la Guinée ne se qualifie pas, c'est quand même une catastrophe. Ça, ce n'est pas possible. CAN à 24 équipes, la Guinée est absente. Ça, je ne sais pas comment situer le niveau du dommage que cela va occasionner pour le pays. Pour finir, en Tunisie, sans surprise, Kais Saïed remporte l'élection présidentielle. Le président tunisien sortant est déclaré vainqueur avec 89 des voix. Selon des sondages de sortie des urnes, le scrutin a été notamment marqué par une faible participation des électeurs, seulement 27,7% contre 45% il y a 5 ans. C'est un commentaire d'Abakar Sow. Le faible taux de participation pour un premier tour de scrutin présidentiel depuis le renversement du dictateur Ben Ali en 2011 dans ce pays. L'opposition, dont les figures de proue sont en prison, et les ONG tunisiennes et étrangères ont critiqué un scrutin faussé en faveur de Saïd. Après l'annonce des sondages, environ 400 partisans du président sont sortis fêter sa victoire en brandissant des drapeaux, en scandant le peuple veut Kais de nouveau. Kais Saïd, élu en 2019 avec près de 73% et 58% de participation, était encore populaire quand ce spécialiste des droits constitutionnels, à l'image d'incorruptible, s'est emparé de plein pouvoir à l'été 2021. Il avait promis l'ordre face à l'instabilité politique. L'élection présidentielle de ce dimanche a été la 3e depuis la révolution de 2011, qui avait conduit à la suite de Zine al-Abidine Ben Ali. Lors du printemps arabe, le climat de désillusion et de frustration semble dominer, en particulier chez les jeunes Tunisiens, dont les espoirs d'une démocratie plus inclusive et d'un avenir meilleur se sont estompés au fil des années. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur nos différents canaux. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.